ensuite, à distance de cette production de non-signifiants, ils en viennent à en produire encore, etc. Et c'est là que les listes s'organisent. Bon. Chez Freud, Freud dit que la pulsion der Trieb, c'est le représentant, il ne le dit pas souvent, quelquefois, 3-4, c'est der Repräsentant du somatique dans le psychique. Mais ce représentant demande à être représenté en termes de représentieren. C'est dit comme ça. Hein, par quelque chose qui fait état de ce représentieren, de ce verbe représenter, qui est die Repräsentant. Laquelle n'est pas accessible comme telle et demande encore à se donner dans Die Vorstellung, la représentation psychologique, pour dire bêtement. Bon, je dis que là encore, avec des effets de retour, Tu peux relire le deuxième, le freudien sur la pulsion, le représentant. La pulsion, c'est le représentant du somatique dans le psychique qui demande à être représenté en termes fonctionnels de représentance, qui n'est quand même pas suffisamment accessible et qui appelle à être encore transcrit en représentation. Ça nous donne la Vorstellungsrepräsentanz, dans laquelle Lacan reconnaît le signifiant, mais ça a l'avantage, si on lit Freud tel qu'il en parle, de bien distinguer der Repräsentant, qui est la pulsion, alors qui peut être pris comme un objet, mais c'est un objet tellement fonctionnel qu'il disparaît comme tel, et que la pulsion n'est qu'une hypothèse. C'est une hypothèse prise en objet. Alors, les objets dans la psychanalyse sont des fonctions, d'abord hypothétiques, prises en objet. Alors, die Repräsentanz est la transcription très exactement fonctionnelle de ce représentant qu'est la pulsion, donc la représentance, donnée en termes de représentation. Alors, à la fois, c'est un avantage que le français confonde tout, et c'est un inconvénient, évidemment. Si on veut tout confondre, on ne s'en sort pas. Mais ça montre bien, en deçà de la confusion, et qui justifie la confusion, Freud y insiste, que la représentance et la représentation sont de la même veine, du même topos. C'est pas le terme freudien, hein, topos. C'est-à-dire que je donne, moi, ces équivalences, depuis la signifiance unaire, depuis la parole, il y a 3 modes d'accès à la parole, qui est die Repräsentanz, die Vorstellung, et quoi? Et j'ai le mot excitation qui vient faire barrage, c'est Reitz. Regung, la motion pulsionnelle. C'est Freud qui dit que die Repräsentanz et die Vorstellung sont dans des registres différents, identiques. Du coup, moi je dis que la motion pulsionnelle dans le réel est équivalente à la représentation dans l'imaginaire et est équivalente à la représentance dans le symbolique. Alors que c'est pas Freud qui le dit. Freud se contente de souligner Vorstellungsrepräsentanz. Une représentance en termes de représentation, une représentation qui fait représentance, ce sont mes traductions. Hein. C'est Freud. Le reste, je le complète. À partir d'éléments Regung, qui signifient la motion et la motilité, ça existe comme tel. Il faudrait que je parle de la motion peut-être dans le prochain bouquin à sortir. Je le dis pour en mémoire. Donc der Trieb, c'est au niveau de la parole. Oui. C'est der Repräsentant, c'est der Trieb. Non, surtout que la parole, c'est-à-dire le dire, j'ai fait équivalent, j'ai fait s'équivaloir, le dire prend corps. Donc le dire qui est là comme pure symbolique joue sur des modes de corporéité qui sont variables entre un corps qui peut être un corps organique de la neuronique, un corps imaginaire et un corps purement symbolique qui est le corps de langage. Le corps du langage. Le corpus langagier. Donc, non, la question de corps est présente
partout. Donc quand Lacan dit que le dire prend corps, il faut encore discuter des modes d'organisation de cette incorporation, c'est le cas de le dire, ce qui n'est pas du tout ni une incarnation, ni une introjection. Donc, page 22. Ce qui me gêne dans dans les glissements que Lacan fait, trop souvent, de fonction à objet. Donc, pour moi, c'est clair au niveau de la représentance. C'est clair, un truc qu'il répète multiples fois, que je retombe dessus ici, c'est la parole comme instrument du travail analytique. Pendant quelques années, tout mon effort a été nécessaire pour revaloriser aux yeux de ceux-ci qui voulaient rien entendre cet instrument, la parole, pour lui redonner sa dignité et faire qu'elle ne soit pas toujours pour eux ces mots d'avance dévalorisés qui les forçaient à fixer le regard ailleurs pour en trouver le répondant. C'est pas un instrument, la parole. C'est pas le seul médium, comme je sais pas où Lacan le dit comme ça, que la psychanalyse connaisse. C'est la fonction basique de la psychanalyse. Ça n'a pas le même sens. Ça fait partie des glissements. Exactement comme je dis que la planche traduit Freud dans un sens plus imaginaire que le symbolique freudien. Donc, ça fait partie de ces critiques. Page 23, Lacan est en train de parler de l'affluence du signifiant. Quand il parle des flèches qui vont de l'inconscient et de la répétition vers le sujet et le réel, il s'agit de ça. Bon. Les deux petites flèches, on n'a pas le schéma. Les deux petites flèches que vous voyez indiquées au tableau après l'inconscient et la répétition visent le point d'interrogation qui suit. Il indique que notre conception du concept implique que celui-ci est toujours établi dans une approche qui n'est pas sans rapport avec ce que nous impose comme forme le calcul infinitésimal. Donc ça rentre, je pense, dans la fluence du signifiant. C'est déjà un abord, on va dire, algébrique et non pas topologique de cette fluence. Si le concept se modèle en effet d'une approche à la réalité qu'il est fait pour saisir, je ne suis pas sûr que ce soit ça. Moi, je pense que le concept modèle la réalité, effectivement pour la saisir, mais afin de s'y retrouver lui-même, exactement comme Lacan parle de son séminaire qui module les cures analytiques. Bon. Donc, je relis. Si le concept se modèle en effet d'une approche à la réalité qu'il est fait pour saisir, ce n'est pas par un saut, un passage à la limite qu'il s'achève à se réaliser. Dès lors, nous sommes requis de dire en quoi peut s'achever, je dirais, sous forme de quantité finie, l'élaboration conceptuelle qui s'appelle l'inconscient. Est-ce que c'est une quantité finie? Après, Lacan, plus tard, va parler de transfini à propos de signifiant. Donc, l'inconscient, est-ce que on doit le prendre comme une quantité finie? Là aussi, il y a une façon ramassée de dire les choses qui fait problème, si ce n'est pas une fonction ouverte qui densifie. Les deux autres termes inscrits sur le tableau au bout de la ligne, le sujet et le réel, c'est par rapport à eux que nous serons amenés à donner forme à la question posée la dernière fois. La psychanalyse, sous ses aspects paradoxaux, singuliers et aporiques, peut-elle, parmi nous, être considérée comme constituant une science, un espoir de science? Mais il lui manque le concept d'imprédicativité pour s'autoriser ça. Eh bien, pourquoi il n'y a jamais de réponse de Lacan là-dessus, jusqu'à la fin? Donc, moi, ça me crée problème, ce qu'il dit en bas de la page 23, à partir des Lévi-Strauss. Dès avant que des relations s'établissent qui soient proprement humaines, déjà certains rapports sont déterminés,
Ils sont pris dans tout ce que la nature peut offrir comme support qui se dispose dans des thèmes d'opposition. La nature fournit, pour dire le mot, des signifiants, et ces signifiants organisent de façon inaugurale les rapports humains en donnant les structures et les modèles. Bon, c'est une contradiction complète avec ce que Lacan soutient par ailleurs, pour moi. Moi, je pense que les signifiants se fabriquent dans le temps même de leur mise en action. Ce n'est pas la nature qui les propose. Ou alors c'est une nature qui vaut Dieu, comme chez Spinoza, puisqu'il est spinoziste. Donc là, c'est contradictoire aussi. Je pense que chaque fois, Lacan est happé par un auditoire, où il repère un peu ce que les gens ont l'air d'entendre ou pas de ce qu'il dit, et il revient en deçà de ce qu'il serait amené à dire, j'aurais espéré du moins. Ce qui fait qu'on a affaire à Lacan quelque peu empiriste, comme là. Tu peux revenir là sur ce passage, s'il te plaît. Dès avant que des relations s'établissent qui soient proprement humaines, déjà certains rapports sont déterminés. Ils sont pris dans tout ce que la nature peut offrir comme support qui se dispose dans des thèmes d'opposition. La nature fournit, pour dire le mot, des signifiants, et ces signifiants organisent de façon inaugurale les rapports humains. Ils en donnent les structures et les modèles. Moi, il n'y a pas de signifiant en dehors de l'humain. S'il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de signifiant. Enfin, c'est parce qu'il y a des sujets qu'il y a des signifiants, c'est réversif, l'un passe en l'autre. Et ensuite, on peut reconnaître des signifiants dans la nature, mais il faut le dire comme ça. Les signifiants dans la nature, on les reconnaît parce qu'ils y sont mis. C'est pas Miller, par hasard? Alors, je ne sais pas, justement, j'ai pas vu, je ne suis pas allé voir la sténographie là-dessus. Il est possible que Miller fasse dire à Lacan des trucs qui ne sont pas de Lacan. Ben, si tu veux vérifier, vérifie. Tu prends pas tout Lacan ou autre transcription fiable de la sténographie. C'est la page quoi? 23? Le bas de la page 23 dans l'édition du Seuil. Bon, moi, je pense que Lacan peut dire ça. Je pense que Lacan s'adapte à l'auditoire pour se faire entendre. Donc, il recule énormément pour mieux sauter. Alors, si on s'en tient à la période de reculade, on lui fait dire des conneries. Si on introduit le saut en même temps que la reculade, ça va. Il revient là-dedans dans la deuxième séance du symptôme. Sur Oui, hors nature, justement, et l'instrument aussi, la parole, où il se moque des gens qui parlent d'instruments pour la parole. Il ne faut pas trop répéter ce que dit Lacan, parce que à le côtoyer, on voit bien qu'il se moque de vous si vous êtes amené à le citer. D'accord. Chacun son cynisme. Oui, mais il désigne la pensée sauvage avant, donc c'est Oui, oui. une référence à... La pensée sauvage s'articule justement, les signifiants qu'elle produit s'articulent sur des rapports qu'elle situe dans le monde naturel. C'est pas dans l'esprit humain. Oui, mais c'est... Donc c'est compréhensible du point de vue de sa lecture, oui. Oui, mais pas de sa position. Non, mais là il décrit tout simplement, il illustre quasiment le... Alors c'est peut-être pas l'opinion de Lacan, tu veux dire. Oui. Il reprend. Il reprend plutôt la construction des analyses de Lévi-Strauss, là, et il les reprend mot pour mot. C'est-à-dire que le signifiant dans la pensée sauvage a besoin de s'illustrer ou de s'appuyer sur des rapports qu'elle prétend, qu'elle attribue à la nature même. Mais c'est une attribution. C'est une attribution. Ben oui, c'est une attribution. Ah non, c'est pas ça. C'est ce que je comprends. Déjà, il n'y a pas la nature fournie dans cette affaire-là. Dans quoi, non. Dans le séminaire. Les mythes, c'est quand même un discours. Je sais pas, comme Lacan ne donne pas son option, on se demande quand il cite quelqu'un, s'il est d'accord. C'est difficile, je ne vois pas à lire ce qui suit, en quoi il contredit ça. Alors il nous voit, hein. Je veux dire la suite. L'important pour nous est que nous voyons ici le niveau où, avant toute formation du sujet, d'un sujet qui pense,
inconscient, mais d'un sujet qui pense, qui s'y situe. Ça compte, c'est compté, et dans ce compter, le comptant déjà y est. C'est ensuite seulement que le sujet a à s'y reconnaître comme comptant. Rappelons l'achoppement naïf où le mesureur de niveau mental s'esbaudit de saisir le petit homme qui énonce « J'ai 3 frères, Paul, Ernest et moi, mais c'est tout naturel, etc. etc. » De nos jours, au temps historique où nous sommes de formation d'une science qu'on peut qualifier d'humaine, mais qu'il faut bien distinguer de toute psychosociologie, à savoir la linguistique, dont le modèle est le jeu combinatoire opérant dans sa spontanéité, etc. Bon, tout seul, d'une façon présubjective, c'est cette structure qui donne son statut à l'inconscient. Je ne suis pas sûr, hein, c'est elle en tout cas, qui nous assure qu'il y a sous le terme d'inconscient quelque chose de qualifiable, d'accessible et d'objectivable. Mais quand j'incite les psychanalystes à ne point ignorer ce terrain, qui leur donne un solide appui pour leur élaboration, c'est-à-dire que je pense tenir les concepts introduits historiquement par Freud sous le terme d'inconscient. Eh bien non, je ne le pense pas, l'inconscient, concept freudien, est autre chose que je voudrais essayer de vous faire. Il faut s'appuyer là-dessus, mais c'est pas freudien. Bon, alors, on est un peu paumé quand même. Après, il rentre dans la question d'abéance de la cause, effectivement. Non, mais attends, la pensée sauvage, une pensée symbolique, c'est-à-dire qu'elle attribue à tout objet naturel une valeur signifiante. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Donc de ce point de vue-là, ça marche, puisqu'en fait, chaque événement de la nature a une valeur signifiante et il ne peut pas naître autrement. Donc de ce point de vue-là, ça marche. C'est-à-dire que ça n'est jamais qu'au sein même de ce qu'on appelle et qu'on caractérise comme pensée sauvage, qu'on devrait appeler pensée symbolique d'ailleurs. Enfin, dans un sens symbolique, un autre sens du mot symbolique, pas le sens de symbolisation par le langage, mais dans le fait que tout événement a une valeur symbolique, c'est-à-dire représente quelque chose et un sens dans un ordre prédonné. C'est dans ce sens-là, symbolique, au sens plus littéraire du mot symbolique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui. Dans la pensée sauvage, tout fait sens, tout symbolise toujours quelque chose. C'est-à-dire, si un arbre tombe, ça, c'est pris dans un rapport, dans une événementialité qui a un sens préordonné. Donc, de ce point de vue-là, ça fonctionne, ce passage. Mais uniquement si on reste dans la définition de la pensée sauvage, voilà. Mais c'est curieux qu'effectivement, Lacan, ce que tu as lu après, il s'en détache quand même. Et après, il dit que Freud, ça ne coïncide pas avec le montage de Lévi-Strauss. Non, avec le montage... non, avec ce qu'on appelait inconscient avant Freud. Ah, oui, mais qui était du côté de la pensée symbolique, justement. Au sens où je viens de le dire. C'est-à-dire qu'il y aurait dans les choses une signification symbolique cachée que les choses révéleraient et que l'on pourrait représenter justement à l'intérieur d'un système de symboles, justement, alors dans un deuxième sens. Mais tout ça est romantique, tout ça n'est pas... Bon, je vous donne quand même page 29, mais dans l'intervalle, j'y reviendrai le 6 novembre. Ainsi, l'inconscient se manifeste toujours comme ce qui vacille dans une coupure du sujet. D'où ressurgit une trouvaille que Freud assimile au désir que nous situerons provisoirement dans la métonymie dénudée du discours en cause, où le sujet se saisit en quelques points inattendus. Ça, c'est bien. Ça me va, ça, on va discuter de ça. Et c'est pour dire qu'il arrive, au bout d'un certain périple où il ne donne pas sa position à l'égard de ce sur quoi il s'appuie, il en vient à produire quelque chose qui est sa lecture de Freud, et ça, ce qui me semble tout à fait convenable et distinct de ce qui a précédé. Entre-temps, on le fera aussi la prochaine fois, ça, quand il parle de l'étiologie des névroses. Le texte, c'est Hérédité et étiologie des névroses, où Freud, justement, passe en vue tout un tas d'éthiopathogénies organicistes, avant d'aborder les névroses sous l'angle d'une causalité psychique et du langage, je dirais. Donc, mais c'est un texte en français. Hein. Vous l'avez dans Névrose, psychose et perversion, page 47, il me semble. Sinon, c'est dans les Gesammelterwerke numéro 1. Je crois que c'est un texte de 1896. On peut s'appuyer dessus hein, pour discuter la prochaine fois. Si vous voulez lire ce texte, donc si vous n'avez pas les Gesammelterwerke, je vérifie la page. On a vérifié, Miller, il n'y a pas pour grand-chose. C'est du Lacan? C'est du Lacan. D'accord.
Donc l'hérédité et l'étiologie des névroses, 1896, c'est pas trop long. On repartira de ça. Enfin, c'est pas trop long, c'est une douzaine de pages. Et puis on continuera à partir de ce qui est donné comme page 25 dans l'édition de Miller. Névrose, psychose et perversion. De toute façon, c'est un texte en français qui n'est pas traduit. Freud donne quand même en allemand un certain nombre de points à discuter. Il y a quelques textes importants, 1894, 96 en français, qui se discutent avec les Charcot, Genet et autres. Bon. Des questions encore? Sinon, on s'arrête là. Sinon, je galoperai, j'irai trop vite. Je préfère qu'on s'apesantisse. Sur la feuille. Comme ça va venir encore. Et sur le vacillement et le vide. Et vous préférez être du côté du vide ou de la récursivité pour en discuter, mais enfin, l'objet est quand même pris dans l'ensemble de la structure pour effectivement aussi contribuer à ce vacillement. Enfin... Non mais c'est... Là, on est leurré par la structure de l'objet comme solide. C'est une forme. La structure d'un solide, c'est un truc qui a plein de trous, donc ça tout dépend comment on entre dans la structure physique de l'objet aussi. Donc c'est un mode d'organisation des molécules entre elles. Enfin, on peut le dire à un certain niveau. Donc, où est-ce que ça serait plus solide qu'autre chose? Pourquoi est-ce qu'il faut se limiter à nos organes d'essence qui sont aussi quelque peu leurrants? Donc les instruments dont on s'est doté pour aller au-delà de nos organes de sens nous donnent aussi une structure des solides qui reprécise la matérialité des choses. Et si quand on reprécise la matérialité des choses, c'est d'une manière éminemment symbolique. Il n'y a pas de physique sans mathématiques. La physico-mathématique indique bien ce qu'il en est des relations infra-atomiques aussi. Donc, là-dessus, il faut revenir une fois de plus à ce que la physique actuelle nous indique. Donc, les objets sont aussi des leurs. Je ne vais pas entrer dans la science-fiction et dire que quand on vient à se désagréger, on peut traverser les murs. Mais bon. Ça viendra un jour. L'espoir fait vivre. Mais Begriff, alors c'est saisir chez... Greifen, saisir, et Begriff, c'est la saisie, c'est le concept. Mais dans le concept, il y a saisir. La caption, la captio, c'est une saisie. Et après, Lacan, on parle d'Unbegriff, qui n'est pas le concept de l'un, c'est le concept du manque, pour lui, de l'une, de la négativité. Parce qu'il joue sur les mots. Hein. Mais c'est fondé, je pense, dans le jeu comme ça. Musée Capio, en droit romain. Répète ça. Musée Capio. C'est devenir propriétaire d'une chose par la saisie. C'est très intéressant. Le propriétaire du monde, il faut réussir à saisir le monde. Alors, l'achat, bon, tout le monde sait ce que c'est, mais l'usucapion, c'est l'usage prolongé d'une chose. C'est le bien en fait. Ça existe toujours en droit français. On n'appelle pas usucapion. C'est la prescription trentenaire. Et qu'au bout de 30 ans, un objet que tu as trouvé, il t'appartient. Possession de titre. Alors, il y a des conneries qui sont dites au bout d'un an et un jour, ça n'a rien à voir.
c'est les commissariats qui disaient ça, qu'on pouvait déposer un objet. Sinon, c'était 30 ans. 30 ans, le véritable propriétaire ne peut plus revendiquer. C'est la reivindication. C'est très intéressant, tout ce chapitre du droit, moi je trouve, je le mets en rapport avec ce que dit René. Bon, ce serait à préciser davantage. À l'inverse, dans certains pays, pas mal, on peut acheter un bien, une maison, et au bout de 30 ans, il ne nous appartient plus. C'est le cas en Chine, entre autres. Oui, on a Ben ça c'est autre chose. Il faut le racheter. C'est des contrats. Qu'est-ce que tu dis au bout de 30 ans? En tant qu'étranger, hein. Ah non, non, Ah le oui. Chinois. En Chine, en tant que Chinois, Ouais. Vous avez 70 ans. Et puis en Chine, tu fais un procès à ton médecin si tu tombes malade. Parce que ça veut dire qu'il est mauvais médecin parce qu'il n'a pas prévu toutes les conditions de possibilité que tu tombes malade. Alors qu'en France, tu vas voir ton médecin quand tu es malade. Mais en Chine, c'est pas ça. C'est un mauvais médecin quand tu es malade et que tu es un médecin. Parce que normalement, tu ne dois pas. je conçois pour un psychanalyste. Une psychanalyse bien menée doit amener les patients à ne jamais être malades. C'est pas mal. Pas mal. Ah non, mais j'ai plusieurs versions du même truc. Oui, Quand on est bien analysé, on tient à l'alcool. Oui. J'ai des aphorismes comme ça. C'est comme ça qu'en Chine, j'ai pris la plus grande culture de ma vie parce qu'ils m'ont dit allez, Ah oui. je suis allé me coucher sur mes deux chambres, encadré, mais sur mes deux. Donc, je n'ai pas démérité. Vous auriez pu faire un procès aux médecins chinois. Je n'avais pas déclaré.